Soir d'info, la suite, merci de votre fidélité à la TFM. Soir d'info, la suite avec nous ce soir, Maître Moussa Diop. Bonsoir Maître. Bonjour M. Diop. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes sous contrôle judiciaire avec 5 obligations. Après 3 mois passés à la maison d'arrêt de Rebeuss, on va en parler puisque vous vous considérez comme un otage politique. Mais d'abord, l'actualité, Maître Moussa Diop, le PDS et ses alliés du Front démocratique pour des élections inclusives ont déposé un recours en excès de pouvoir contre les 3 décrets, dont celui fixant la date de l'élection au 24 mars. Est-ce que vous pensez que l'objectif poursuivi peut être atteint ? C'est possible juridiquement. Je considère que c'est possible juridiquement compte tenu du fait que il y a quand même des règles. Il y a le code électoral qui est là et les lois. Un décret venant fixer la date de l'élection au 24, même si tout le Sénégal est pressé d'en finir avec ce processus électoral, il se trouve que la loi reste la loi. Moi, je trouve qu'il y a un risque. Pourquoi ? Vous vous souvenez que le chef de l'État était sorti l'autre jour après la décision du Conseil constitutionnel du 15 février, annulant aussi bien le décret que la loi reportant l'élection au 15 décembre, en expliquant aux Sénégalais, après avoir reçu, après le dialogue, les conclusions du dialogue, en disant très clairement qu'une disposition du code électoral devait être respectée, c'est-à-dire l'article LO 137. Comme quoi, entre la date du décret et la date des élections, devait s'écouler au moins 80 jours. C'est ça. Si c'est lui qui le dit et qui viole cette disposition, il y a de quoi se poser que certaines questions. Le fait-il expressément pour pousser le PDS et ses alliés? Seulement, il a été enjoint de fixer la date. Il a été enjoint de fixer la date avant la date de péremption de son mandat, c'est-à-dire le 2 avril. Tout à fait. Donc on dit dans les meilleurs délais. Mais dans les meilleurs délais pour un pays où il y a de l'urgence, je pense que ce n'était pas d'aller à Diamniadio convoquer des patriarches, des gens du 3e âge, pour venir discuter de tout et de rien, pour certains même allant demander à ce que l'élection soit repoussée en 2027, ça on a entendu. Oui. Je pense que c'était un cirque, c'est une farce. Oui. Et les conclusions qui ont été arrêtées là-bas entre eux, moi je considère que c'était déjà un Benno Bokk Yakaar élargi. Oui, c'est l'impression que j'avais. Lors du dialogue national ? Lors du dialogue national. Oui. Parce que ça a été boycotté par ceux qui devaient participer aux élections. Je pense qu'il y avait dialogue, c'était dialoguer avec ceux qui ont été juridiquement retenus par la haute juridiction en matière électorale, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. C'est ça qu'il fallait faire. Mais n'avez-vous pas quand même l'impression que nous assistons à un bourrage de crâne juridique ? Parce que, vous le dites vous-même, les requêtes déposées par le PDS et le Front démocratique pour une élection inclusive ont des chances d'aboutir. En même temps, le président, il aurait dû fixer la date bien avant, il ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, LO 129, donc qui fixe le nombre, la durée, la campagne électorale, et LO 137 vont être violés. 137, oui. On revient à un bourrage de crâne juridique. Et comment vous l'analysez ? Voulu et entretenu. J'allais même dire organisé. Bourrage de crâne organisé. Moi, je doute qu'il soit de bonne foi parce que pour quelqu'un qui vient nous dire que ce serait illégal de fixer l'élection à moins de 80 jours serait une illégalité, et c'est lui qui le fait. Et depuis le début, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une collision entre le président de la République et le PDS. Voilà quelqu'un qui n'a pas été retenu, Karim Wade. Moussa Diop n'a pas été retenu. Oui. Je n'ai pas été retenu parce que je n'avais pas de parrain. Je n'ai pas été retenu parce que je n'avais pas de caution. J'étais privé de liberté et le parquet a mis le coude sur le chèque de banque dont l'attestation a été faite par un huissier de justice qui l'a constaté. Tout à fait. Donc moi j'ai dit le procureur faisait de la politique. Ce n'est pas son problème dans cette affaire. Parce que quand même il y a un autre candidat, Diomaye Faye, qui de la maison d'arrêt a pu déposer. Pourquoi mon dossier a été bloqué? Bref, depuis le départ, donc, nous avons le PDS, à travers Karim Wade, qui a été recalé pour avoir fait une fausse déclaration. Si on est des juristes, et on ne fait pas de la morale ou de l'éthique, on doit se limiter au droit.
Le droit en la matière dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Oui. Quand on vous recale, il n'y a pas de recours possible, mais on vous refuse la porte, vous essayez de passer par la fenêtre, c'est-à-dire en accusant des magistrats d'avoir été corrompus, sans preuve. Oui. Si on reste dans la légalité, comme vous dites, si on parle du droit pur, où est-ce que le Parti démocratique sénégalais a fauté? Je considère qu'il devait quand même se résigner, comme nous l'avons fait nous tous. Nous n'avons pas été retenus à travers... Ce n'est pas des erreurs qu'on perd. Vous savez, l'histoire de la nationalité de M. Karim Wade. Oui. J'ai été le premier à en parler depuis 2011, 23 juillet 2011. Oui, ici même chez nous. Hein, oui, tout à fait. Je l'ai dit ici également. Mais la réponse qui m'avait été servie par les gens du PDS, c'est de dire qu'il l'avait déjà fait, qu'il avait renoncé. Je suis avocat à Paris. Et en matière de renonciation de la nationalité française, ce n'est pas le droit sénégalais qui s'applique, mais le droit français. J'ai toujours dit qu'il fallait un décret d'allégeance. Vous avez vu, son oncle Doudou Wade avait tenté de me répondre, maladroitement, en faisant autre chose que du droit. Moi, je ne faisais que du droit. Et là, le décret est tombé le 17 juin. Et vous voyez très clairement que le jour où on a fermé les dépôts, le 26 décembre, il y avait impossible donc de compléter un dossier. La déclaration, c'était que je ne suis qu'exclusivement sénégalais. Oui, alors, mais pour vous, en fait, tout ce tohu-bohu auquel on assiste est conditionné par l'invalidation du dossier de Karim Wade. Tout à fait. Tout le Sénégal le sait, le monde entier le sait. Il n'y a pas une autre raison. Ils ont tenté également par une proposition de loi de reporter l'élection au 15 décembre. Le Conseil constitutionnel a refusé. Donc, ils ont voulu également rouvrir les listes à travers le dialogue de Diamniadio. Le Conseil constitutionnel a répondu impossible que la liste elle est définitive. Aujourd'hui, ils sont en train encore de chercher à tuer le Conseil constitutionnel en créant une cour constitutionnelle. On va en parler. Je rappelle juridiquement, qu'ils créent une nouvelle cour, qu'ils tuent, entre guillemets, le Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel resteront. Oui, il n'y aura pas de... On ne va pas revenir là-dessus, il n'y aura pas de rétroactivité. Il n'y aura pas de rétroactivité. Oui. On va parler du Conseil constitutionnel parce que votre coalition aussi propose de supprimer le Conseil constitutionnel. On va en parler. Je dis votre coalition parce qu'aujourd'hui vous faites partie de la coalition Diomaye président. Mais vous-même avez déclaré récemment que parmi les 19 candidats, il y a encore un binational. Est-ce que tout cela quand même n'ajoute pas un peu plus de scepticisme dans la procédure, dans le processus? Vous savez, la justice humaine, elle est imparfaite. Il faut qu'on soit d'accord sur les termes et sur les règles. La justice divine, c'est celle-là qu'on peut considérer comme parfaite. Combien de fois le modeste avocat que je suis, certain de gagner un procès, arrive à l'audience et perd le procès. On n'est pas d'accord en première instance, on perd. S'il y avait un recours, on fait le recours. Possibilité d'infirmation de la décision. S'il n'y a pas de recours, la décision en première instance et en dernière instance est définitive. Ce sont les règles qui sont là. Absolument. Au Sénégal, ce que nous avions convenu jusqu'à présent en matière de droit positif, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Qu'ils fassent des erreurs, qu'ils n'en fassent pas, on prend acte. Peut-être à corriger plus tard. Mais comment peut-on rouvrir un dossier comme ça où la juridiction de la décision est en définitive? Moi, je pense que les gens doivent se remettre un peu de calme. Mais si la Cour suprême répond favorablement aux deux requêtes, rappelons-le, du Parti démocratique sénégalais, requête aux fins de référé suspension contre les 3 décrets et une requête abréviative, ça c'est pour aller un peu plus vite, ce serait quand même un précédent je ne dirais pas dangereux, mais ça va rajouter de l'inédit à une situation déjà très compliquée, puisque la Cour suprême va pour prendre le contre-pied du Conseil constitutionnel. Mais que cherche-t-on? Justement. Qui est à l'origine de tout ceci et que cherche-t-on? Moi, je trouve que c'est le président. Il faut nommer les choses telles quelles. C'est le président de la République qui a reçu le pouvoir de main en passation, qui devait organiser l'élection à bonne date et le passer au prochain président de la République du Sénégal. Apparemment, il n'en a pas envie. C'est ça la réalité. Et je ne parle pas d'intention, je parle des actes posés. Les actes posés attestent
que le président de la République n'est pas pressé du tout et n'a pas envie d'avancer. Oui. Il pose des règles, ne respecte pas les 80 jours entre le décret et le jour de l'élection. Et c'est comme si c'est une entente, une collision avec le PDS. Toujours ça continue. Oui. Voilà, donc moi je trouve que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est de la responsabilité. Après, le PDS est dans son bon droit en cherchant à faire participer son candidat, en tout cas légalement. S'ils ouvrent aujourd'hui la brèche, Oui. mais moi je suis candidat aussi. Et on ne peut pas éternellement, parce qu'on n'est pas satisfait, dire que si je n'en fais pas partie, je mettrai le pugilat. Ou bien j'en ferai partie par la force, au forceps. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça et une république démocratique, un pays démocratique ne fonctionne pas comme ça. Les décisions de justice définitives sont à exécuter. Oui. Vous pensez vraiment que la présidentielle va se tenir le 24 mars? Tant que je n'ai pas vu, oui, M. Diop. Parce que je sens votre scepticisme. je vous ai écouté ailleurs, enfin chez nos confrères de Sénéweb, avec une brillante intervention d'ailleurs, notamment de Mohamed et de vous-même. Et je sens votre scepticisme. Je suis sceptique parce que le président de la République, Macky Sall, ne joue pas le jeu. Vous savez, depuis le départ, mon problème avec le président Macky Sall, c'est une histoire de ce mandat de troisième ou deuxième quinquennat, ou tout simplement de vouloir rester au pouvoir. Oui. Dans sa tête, c'est vrai, il y a eu une pression énorme avec les événements de 2021. Il y a eu les pressions énormes les événements de juin 2023. Gravissime. Il sait que c'est gravissime. Oui. Il sait que le Sénégal d'hier et d'aujourd'hui, de 2012 et d'aujourd'hui, c'est pas la pareil. Nous étions ensemble en 2012. Oui. Il a donc reculé intellectuellement, mais de son cœur, il n'a pas reculé. Il a envie de rester. Il a envie de rester parce qu'on est en train de créer toutes les conditions pour que l'article 52 soit appliqué. Conflit l'article qui lui donnerait les pleins pouvoirs. Le plein pouvoir, voilà, pour faire ce qu'il veut. Et puis, je ne peux pas comprendre, M. Diop, que le président Macky Sall est son candidat, qu'il est désigné au vu sur tout le monde le 9 septembre 2023. Amadou Ba. Et que ce candidat, disons, accusé par Karim Wade de corruption, d'être un corrupteur, il va avec l'accusateur, il laisse le gars. C'est comme si c'était candidat. Il va avec l'accusateur. Oui. On peut quand même mettre quelques réserves. Hein. Non, je ne mets même pas de réserve. Je n'ai pas les gants. Oui. Tout est là pour vraiment essayer de mettre. Pourquoi d'ailleurs, lorsque l'un des magistrats a déposé une plainte, pourquoi ils ont laissé pourrir la plainte jusqu'au moment où ils en ont voulu? Que faisait le parquet? Un magistrat porte plainte, le parquet doit tout de suite diligenter. Ils ont attendu que la commission, parce qu'il fallait essayer de motiver le décret, pour qu'il y ait une commission d'enquête qui est déjà mornée. Oui, absolument. Ils ont essayé également de faire passer une loi qui violait les dispositions de l'article 103, intangible. Oui. Le Conseil constitutionnel leur dit c'est pas possible. Tout à fait. Le président est revenu avec un communiqué disant je respecterai à la lettre. Je savais qu'il ne respecterait pas. Je l'ai dit de la maison d'arrêt et mes amis de la chambre 42, je les salue d'ailleurs, parce que vraiment, je ne citerai personne, mais je salue tout le monde au niveau de la chambre 42, des gens qui sont dignes, qui purgent leur peine aujourd'hui en détention provisoire depuis des années. Il est temps vraiment que les détentions soient limitées dans le temps. Oui. On va parler de votre séjour carcéral rapidement, puisque vous le dites vous-même, vous avez été bien traité là où on entend un autre son de cloche venant de certains détenus qui ont dénoncé des cas de torture, clairement. Mais d'abord, restons sur le processus électoral. Rappelons que le matériel électoral est déjà acheminé selon le nouveau ministre de l'Intérieur, donc acheminé dans les lieux de vote à l'étranger, comme ici au Sénégal. Le ministre Mamadou Makhtar Cissé promet une élection libre et transparente. Vous ne doutez pas de sa bonne foi? Ou bien si? Je ne veux pas qu'on me dise que je suis un sceptique encore. Oui. Il y a un mélange de genres au Sénégal. C'est ça la question. Monsieur Makhtar Cissé, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour le travail qu'il a effectué à la Sénélec. Oui. Il a été à la douane. Il est IGE. Oui. Inspecteur général des impôts. Et de temps en temps, il est politique. De l'État. Il est IGE et politique. Ça, c'est un mélange aussi des genres. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que c'est pas un bongoman. Oui. C'est pas Dougoutigui. Voilà, lui, il ferait les choses. Oui. J'ose bien croire. Maintenant, je suis empirique. Tellement paraissent les choses, telles sont. Donc, je préfère voir de près ce qui va se passer. Mais il était plus aisé de mettre quelqu'un de neutre, la société civile, pour organiser les élections. Oui. C'est tout. Et de toute façon,
le président Macky Sall en 2012, où nous étions avec le Macky 2012, exigeait qu'il y ait quelqu'un de neutre au ministère de l'Intérieur. Makhtar Cissé ne peut pas être neutre? Je ne crois pas. Vous avez des doutes? J'ai des doutes. Ouais. Oui. Maître Moussa Diop, vous avez décidé de soutenir la coalition Diomaye Président. Pourquoi? Parce que j'adore le Sénégal d'abord. Ce qui va motiver mon cœur et mes reins et mon cerveau pour le choix. Ainsi que la coalition ou bien le parti politique que je dirige, je l'appelle Andogori. Oui. J'ai été recalé. Les conditions que tout le monde sait. On ne m'a pas entendu essayer de gesticuler, faire disons, l'expolier, le manche. Non. Je respecte le droit. La décision étant définitive, je respecte la décision, même si je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Hein. Des candidats comme Marito Niane, comme M. Mohamed Ben Diop, ne sont même pas identifiés en tant que candidats. Et qui sont aujourd'hui dans le front démocratique pour une élection inclusive, hein, qui ont déposé la inclusive, mais on ne peut pas mettre tout le monde. Parce qu'on utilise l'expression tout le monde, Koumona Boko Boko. Oui. Mais c'est pas possible, tout le monde ne peut pas être dedans. Il faut qu'on soit logique. Et puis on va aux élections, on se fait taper 1% ou 2%. Pourquoi? Essayons d'être ensemble lorsqu'on a les mêmes idées. Donc on va dans la même direction. Donc vous avez décidé de soutenir Diomaye Faye? Tout à fait, parce que vous savez que c'est pas la première fois que Moussa Diop et le PASTEF, je dis le PASTEF, je ne dis pas l'ex-PASTEF. J'ai mes raisons, je peux les justifier. Parce qu'on ne peut pas dire l'ex-PASTEF et les convoquer aujourd'hui à des dialogues. En tout cas, administrativement, administrativement, c'est un parti qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais on les convoque. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans ce pays. Donc, j'ai considéré qu'il fallait se rapprocher d'un candidat qui aurait les mêmes visions que nous. Oui. C'est pas la première fois que je travaille, ou bien j'ai travaillé avec le PASTEF dans le cadre de Yewwi Askan Wi. Qu'est-ce qui a été déterminant? C'est quoi? C'est le programme? C'est la vision? C'est le projet? C'est le programme. C'est quand même un c'est un candidat de substitution. Le projet, c'est le projet du PASTEF. C'est un candidat de substitution, vous le savez. Je comprends, mais c'est le programme qui compte. Oui. Il faut que juste la personne qui va porter ce programme soit quelqu'un de crédible et il y a une forte personnalité. Je ne dis pas qu'il est timide. Il est réservé. Oui. Je ne l'ai jamais croisé, hein. Je ne lui ai jamais serré la main. Donc ce n'est pas une histoire d'atome crochu, mais c'est une histoire de programme. J'ai lu le programme, j'ai considéré que sur quelques 15 points, nous partageons les 9 au moins. Comme quoi, par exemple? Par exemple, réduire les pouvoirs hyper-présidentiels. On le sait, ici aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que veut faire le président. On se pose la question, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout faire, le président de la République. Ensuite, vous avez la règle selon laquelle un président de la République élu ne peut pas être chef de parti. Ça existe dans notre programme. L'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Parce qu'il y a quand même un moyen d'y arriver. Mais vous savez, lorsqu'on amène ici des tracteurs à la tonne et que ces tracteurs se retrouvent en Mauritanie, je dis des choses qui sont là aussi, on ne peut pas arriver à l'autosuffisance alimentaire. Surtout qu'il n'y a pas de sérieux dans tout ceci. Il y a aussi l'état de droit, la justice. La justice. La bonne gouvernance. Ce qui a amené tout le problème que nous sommes en train de vivre depuis quelques années, je dis depuis 2019. Hein. Parce que moi, le premier mandat de Macky Sall, il était reconnaissable quelque part. C'est intéressant quand vous dites 2019 parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire en réalité qu'au Sénégal, la campagne électorale de 2019 ne s'est jamais arrêtée. Et c'est ça peut-être le fond du problème. Mais parce que depuis 2019, je le dis, on a la bonne date encore, et depuis 2019, Macky Sall est devenu quelqu'un d'autre. Premier acte lorsqu'il a été élu, c'est de dire je suis le Sénégal, ce n'est plus nous. Je n'ai même plus besoin d'un accompagnant, le PM. Et ensuite, qui parle passe à la trappe. Moi, je suis passé à la trappe à l'histoire de... Par rapport au troisième mandat. Troisième mandat, j'ai fini par avoir raison sur lui et ceux qui parlaient de deuxième quinquennat. Pourquoi n'ont-ils pas eu le courage de parler de deuxième quinquennat avant le référendum de 2016 ou bien même avant l'élection de 2019? C'est après qu'ils aient eu le deuxième mandat qu'ils sont commencés à dire maintenant on a droit à un deuxième quinquennat. Alors, Maître Moussa Diop, on va revenir sur le programme puisque nous sommes en période de campagne électorale. Donc, le programme, vous me parlez d'autosuffisance alimentaire. Sur la justice, moi j'ai noté 2 points. Dans l'axe 1, vous annoncez, donc vous, la coalition, le retour du poste de vice-président élu en tandem avec le président de la République, élu en tandem. Comment vous allez faire ça? Alors,
L'élection d'un vice-président, Oui. ou bien l'existence de ce poste, ne tombe pas du ciel. Oui. C'est pas nouveau. Le président Abdoulaye Wade l'avait fait, non? Prévu. Oui, Il a fallu que ce soit par la suite supprimé. Absolument. Donc c'est pas nouveau. Les gens sont en train de penser que c'est nouveau, machin, et en train de penser à autre chose. Que c'est peut-être un poste réservé. Oui, le président Abdoulaye Wade l'avait introduit à travers une loi. Tout à fait. Donc c'est pas nouveau. Moi, ce qui est important dans ce pays... Mais seulement là, pardonnez-moi, on parle d'élection en tandem. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi et comment? Alors, vous savez, une fois au pouvoir, il y a possibilité de saisir le peuple pour essayer de voir si ce poste peut être créé. Par référendum. C'est-à-dire qu'une fois Bassirou Diomaye Faye élu président de la République, oui, vous allez faire un référendum. Proposer, c'est possible. D'accord. Parce que je ne suis pas seul dans ce projet. Je viens d'arriver d'ailleurs. Oui, mais justement, c'est pour comprendre. Voilà, je viens d'arriver. Je ne vais pas bousculer les choses, mais je suis en train de parler de possibilités. D'accord. D'organiser un référendum pour demander au peuple sénégalais, acceptez-vous qu'un poste de vice-président soit créé? Oui. S'ils sont d'accord, on le fait. S'ils ne votent contre, ça n'aura pas lieu. Oui. C'est ça que le peuple a le dernier mot. Et quelle sera la pertinence? Un travail sérieux entre deux personnes. On ne va plus donner le pouvoir à une seule personne, oui, qui va faire et défaire les lois comme bon lui semble et imposer aux gens des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec l'éthique et même l'irrespect de la parole donnée. Ce n'est pas une manière de préparer Ousmane Sonko. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème, moi je vous pose une question. Non, je parle de problèmes juridiques, éthiques, machin, tout. Oui. Il est où le problème? Oui. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un de compétent? Dites-nous. Non, mais ça coule de source. Au niveau compétence, il a montré quand même que ce n'est pas n'importe qui en matière Donc c'est plus une stratégie politique qu'un vrai programme. Oui, mais ça fait partie du programme. C'est une stratégie politique. Même au niveau, oui, même en matière de programme, il y a beaucoup de règles sur le plan politique. Tout à fait. Ça veut dire, on va dire par exemple qu'en matière électorale, pourquoi pas le ticket unique. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est politique. Donc dans un programme, il y a l'aspect économique, l'aspect social. Donc vous pouvez l'assumer à partir de ce moment. Le ticket, c'est pour faire élire tout simplement Ousmane Sonko. Non, je ne l'ai pas dit, je peux l'être moi. Oui. S'il y a candidat, je serai candidat. Ah ouais? Pour la vice-présidence? Je n'ai pas la qualité pour l'être. Vous serez candidat pour... C'est pour vous dire que c'est pas... Vous serez candidat pour la vice-présidence. Je dis, c'est pas une place derrière Bassirou Diomaye Faye, si jamais il est élu. Mais ce serait un super ticket. Ah ouais? Oui. Bon, le Sénégal sera sous les rails. Bon, on va attendre... Dans la bonne gouvernance aussi. On a hâte de voir ça, Maître Moussa Diop. Toujours avec votre programme, donc vous voulez passer, tiens, on en parlait tout à l'heure, d'un conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle qui sera au sommet de l'organisation judiciaire, parce que pour votre coalition, l'appellation conseil est devenue anachronique pour rendre compte de l'exigence démocratique. Elle sera soustraite, donc, cette cour, de l'emprise du président de la République par le mode paritaire de désignation de ses membres, fin de citation. Mais les récentes décisions du Conseil constitutionnel... Comment ça rassurer? Justement, sont à rebours de ce que vous dites. Pourquoi alors supprimer le Conseil constitutionnel dès lors que le travail est manifestement fait et en toute indépendance? Il reste à savoir maintenant si la position actuelle du Conseil constitutionnel, c'est une position statique ou dynamique. Ah non, mais vous êtes démocrate ou vous ne l'êtes pas? Je suis démocrate. Je vais répondre. Je pose la question de façon affirmative, mais je réponds. Oui. Soit ils sont dans une logique de respecter une certaine jurisprudence, mais pas de changer, de faire des revirements à tout moment selon les humeurs. Parce que quelquefois, on a l'impression aussi que le Conseil constitutionnel prend des décisions en fonction de la situation de l'heure. Alors qu'il faut quand même ce qu'ils appellent eux-mêmes la sécurité juridique. Oui. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'ils ont été accusés d'une certaine manière, qu'ils se sont un peu... braqués? Question. Parce que dans le passé, vous savez, tout ce qui est loi constitutionnelle, c'était incompétence. Oui. Aujourd'hui, il semble dire... On a parlé de revirement, selon certains. Oui. Mais moi, je trouve que la décision qui a été prise, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce n'est pas un revirement. Ce n'est pas un revirement juridique. Parce qu'en 2016, lorsqu'ils ont été saisis pour avis, c'était pour écourter le mandat, le septennat. Ils ont répondu sur le principe de l'intangibilité qu'on ne peut pas. Oui. Ni augmenter, ni réduire. Tout à fait. Donc là où on ne peut pas réduire, parallélisme des formes,
on ne peut pas augmenter. Le président Macky Sall a voulu augmenter la durée de son mandat jusqu'au mois de décembre. Ils ont été logiques dans leur position. C'est une proposition pertinente Tout à fait. Parce que vous partagez avec le Parti démocratique sénégalais, attention, hein, qui va aussi instaurer une cour constitutionnelle dont ces décisions seraient susceptibles de recours cette fois. Vous savez, là c'est le contenant. Moi, nous sommes sur le contenu maintenant. Moi, le contenu de la cour qui devrait venir remplacer. Si nous arrivons au pouvoir, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, parce que ça commence bien. Bon, on verra bien. C'est pas pour rien que... On verra bien le 24 mars. C'est pas pour rien que le parti aujourd'hui au pouvoir refuse d'aller aux élections. Bon. Et ils ont des difficultés, ils sont éparpillés, et c'est le tassaro intégral à l'interne. Ça, on le sait. Moi, je trouve que 7 magistrats, qu'on appelle les sages, tous nommés par décret du chef de l'État, qui est juge et parti, donc il est patron des institutions, mais il est également chef d'un clan. Et son clan va au combat et c'est lui qui désigne les arbitres. Le président ne nomme pas tous les 7. Hein. Si, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Les 5 c'est direct, les 2 autres c'est indirect. Par 4 membres désignés, enfin proposés par le président de l'Assemblée nationale et nommé par le chef de l'État. Donc nommé par le Benno Bokk Yakaar pour être plus clair encore. Bon. C'est ça, c'est ça, M. Diop. Les choses sont telles quelles. Donc je considère que quand il y aura une réforme pour une cour, qu'on essaie de trouver aussi des personnalités indépendantes, qu'on limite un nombre au président de la République, 3 par exemple, et les 4 autres, on essaie de voir l'opposition, 2, majorité à l'Assemblée, 2, et l'autre, le pouvoir 2, et peut-être quelqu'un qui est de la société civile ou une personnalité indépendante intègre. Et les décisions de votre nouvelle Cour constitutionnelle pourraient faire l'objet d'un recours. Je pense que là, sur ce point, il y a un consensus. Donc le Parti démocratique sénégalais a raison de ruer dans les brancards. Quand ils ont raison, Maintenant, ils doivent respecter cette décision d'aujourd'hui. Et dans le futur, s'ils proposent quelque chose sur lequel on est tous d'accord, parce qu'on peut tomber d'accord sur certaines choses, on n'est pas face à face. Il arrive des moments où on est d'accord sur des choses qui sont logiques. Et s'ils proposent une juridiction avec possibilité de faire un recours, moi je partage. Donc c'est une modification de l'article 92 en perspective si jamais vous êtes élu. Ça en fait quand même des réformes. Hein. J'ai lu un tout petit peu votre programme. Il y a beaucoup de réformes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi on a en 5 ans, est-ce qu'on peut faire toutes ces réformes en 5 ans? Pourquoi ne pas s'appuyer sur les assises nationales? Il y a d'ailleurs une ligne là-dessus et sur aussi la CNRI. Vous savez, beaucoup de gens parlent d'assises nationales comme si c'était la seule issue possible. Nous n'avons pas un neurone pour 18 millions de Sénégalais, M. Diop. Il faut qu'on respecte aussi les autres qui pensent. Je trouve que pour ce Sénégal d'aujourd'hui, là où ça fait mal, les gens le savent. Il y a juste une volonté de bien faire et une volonté de ruser. Je trouve donc que le programme actuel qui a été mis en place pour remettre les institutions en l'endroit, et surtout c'est un problème de comportement. C'est moins un problème d'institution qu'un problème de comportement de celui qui est au volant. Et je trouve que c'est le comportement aujourd'hui du chef de l'État qui fait que les institutions sont perverties et que, par exemple, une justice à 3 vitesses, là où vous êtes avec quelqu'un, avec le pouvoir, vous risquez moins. Vous pouvez même appeler à tuer Sonko ou à Moussa Diop, vous ne risquez rien. Vous pouvez même dire que par exemple ces 2 gendarmes sont disparus, ont été tués, vous ne risquez pas d'être appelé. Mais il suffit que quelqu'un pose la question sur cela en disant est-ce qu'ils n'ont pas été tués, vous finissez comme Fadilou Keïta. Alors justement, Maître Moussa Diop, vous avez fait 3 mois de détention provisoire à Rebeuss. Pour vous, les faits qui vous sont reprochés sont effacés par la récente loi d'amnistie? Alors, ce que je veux dire d'abord, que les Sénégalais le sachent, ça me ferait plaisir d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir pour une partie du fond du dossier, mais il y a d'autres choses qui sont là autour du dossier. Mais comme je suis un juriste, un légaliste et que je préfère respecter ce que j'ai toujours prôné, ça respecte les décisions de justice, je ne peux pas aller dans le fond du droit, mais vous avez rappelé l'article 5 des obligations, il m'est interdit directement ou même indirectement de parler du fond du dossier. Et je n'ai pas envie de gêner, par exemple, Aly Ngouille Ndiaye qui est aujourd'hui en campagne, et moi je suis recalé. C'est comme si je m'acharnais contre lui ou essayais de gâter sa campagne. Je ne le ferai pas. Mais un débat se posera dans un futur proche. Maintenant, qui a tenté d'effacer tout ce qui s'est passé? Moi, dans une conférence de presse, au sein de ma permanence, pour dénoncer la malgouvernance, j'ai posé des règles sur mon programme.
Ça et ça, c'est pas bon. J'ai été placé en garde à vue. Oui. Bon, ça et ça, c'était des accusations quand même graves. Non. Moi, je ne suis pas comme les politiciens. J'entends bien, mais franchement, c'était des accusations graves que vous ne pouvez pas en parler, mais je vais quand même rappeler quelques faits. Vous aviez fait état d'une collusion entre le président Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et l'homme d'affaires Jean-Claude Mimran. Donc c'est ça les faits. Maître Moussa Diop, vous avez soupçonné le président d'avoir des actions dans une mine de diamants se trouvant dans le nord du Sénégal. Aujourd'hui, dans le fond comme dans la forme, pas de regret? Non. Non? Non. Et prêt à en découdre. Pourquoi vont-ils venir maintenant avec... Parce que moi j'ai été remis en liberté le 5. La veille, donc, on a pris cette loi pour effacer complètement le tableau. Qui a intérêt à le faire? C'est un projet qui est venu de l'État, enfin du pouvoir. Oui, de l'exécutif. Oui. Ce n'est pas une proposition de loi. Oui. C'est eux qui l'ont effacé pour éviter qu'on en parle, désormais. Qu'il n'y ait plus d'audience dans cette affaire. Pourquoi? Je n'en sais rien, ils qui savent. Donc vous êtes en train de vous rendre compte par des éléments factuels que ceux qui ont intérêt, peut-être, ont quelque chose à cacher. Y compris ceux qui ont été tués, malheureusement, parce que des crimes ont été amnistiés. On attend juste la promulgation de la loi, mais des crimes ont été amnistiés, des délits, parce que tout ce qui est manifestation, tout ce qui est arrivé et ceux qui les ont tués sont amnistiés. Tout ce qui concerne les déclarations d'ordre politique qu'on qualifierait d'infraction sont amnistiés. Que ce soit dans l'intervalle, jugé ou pas encore jugé, comme mon cas. Question pour un champion. Même si vous en bénéficiez, vous dénoncez quand même cette loi. Ce n'est pas normal. Vous pensez qu'elle est inopportune? Pour amnistier, je ne suis pas contre le principe de l'amnistie. Oui. Il faut que ça soit clair aussi. Oui. Mais pour amnistier des faits, il faut dégager d'abord les responsabilités. Savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et avant de... Donc la vérité, avant de dire, bon écoutez, c'est parce que c'est pour pardonner. Mais vous pardonnez des gens invisibles. Vous pardonnez des gens qui sont présumés innocents, en détention provisoire. Des gens qu'on accuse d'avoir été des terroristes, des forces spéciales, disons, des financiers du terrorisme. Et un beau jour, vous réveillez pour dire je n'ai jamais eu de prisonniers politiques et vous en libérez. Ils sortent d'où? Ça signifie que le président de la République, Macky Sall, a mis dans les prisons sénégalaises tellement de gens qui n'avaient rien à voir là-bas, parce que moi j'ai été de l'extérieur, je viens de l'intérieur. Oui, vous étiez à la chambre 42, dites-vous. Voilà, rien à voir. Et aujourd'hui, il est pressé de les remettre dehors, parce qu'ils n'ont rien fait. Je le dis. Voilà, ceux qui ont tué, on sait pertinemment ce qu'il y a. Les nervis qui se baladaient avec des armes, ils viennent d'où? Ils ne tombent pas du ciel. Un État digne de ce nom va laisser faire. Des policiers à un pas de ces gens qui tirent, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a une collision. Après, on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Malheureusement. Malheureusement. Et là, donc, il n'y a pas eu d'enquête, donc vous ne pouvez pas être affirmatif. Je ne suis pas affirmatif, je suis en train de dire ils sont morts pour rien. Oui, on parle. Mais la loi, elle est passée par une majorité simple. Et aujourd'hui, quand nous serons au pouvoir, on va remettre ça sur la table. Vous allez revenir là-dessus? Et oui, et même cette loi-là n'échappe pas aux frontières sénégalaises. Vous le savez. La CPI, vous sortez, on vous déroule l'avion tout de suite vers la CPI. C'est possible. Mais de quoi a-t-il peur le président de la République pour dire à Diamniadio, je tiens à ma loi? On ne peut pas demander de nous pardonner ou de pardonner la question. On ne vous a rien demandé. Vous vous époumonez. Vous, dans votre cas, par exemple, vous auriez aimé aller au procès? Pour que ce soit clarifié. Parce que moi, je suis venu avec des preuves quand même. Je vais aller ailleurs pour sortir de ce dossier, parce que ce dossier... Non, mais j'entends bien, parce que vous parlez de preuves. Rappelons que vous avez été démenti quand même. Par qui? En tout cas, toutes les personnes que vous avez accusées. Pour ne pas par l'État et par les services de Jean-Claude Mimran. Monsieur Diop, je ne vais pas entrer dans le dossier, je ne le ferai pas. En attendant quelques jours. Mais je vais parler de quelque chose d'officiel. Vous dites, je n'ai pas été démenti par l'État. L'État, c'est le gouvernement. Le gouvernement, le ministère des Mines. Le ministre des Mines, Oumar Sarr, a sorti un communiqué du 11 février
tapez votre téléphone pour sortir le communiqué. Il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça y est, le communiqué, je l'ai en face de moi. Et sur le deuxièmement, je vais vous le lire. Alors, il n'y a pas de permis octroyé dans le Nord. Ça, vous l'avez résumé. Au plan, oui, c'est. Moi, je vous parle, vous avez sauté quelque chose. Moi, je suis juriste, ce que je vois, vous ne le verrez pas. Vous parlez de quoi? Il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement. Sur le deuxièmement, il est marqué, il existe au Sénégal un permis d'exploitation en semi-mécanique. Ça vous dit quelque chose, le mot semi-mécanique? Tout à fait, ça c'est écrit, je l'ai avec moi. Attendez. Quand on dit semi-mécanique, ça signifie quoi? Oui. Exploitation égale décret. Oui. Recherche égale exploration. Trouver le diamant ou trouver le pétrole, c'est permis d'exploitation. Alors, pour que les gens qui nous regardent comprennent, donc moi, la partie que j'ai du communiqué, parce que ça me semblait important, il n'y a pas de permis octroyé dans le Nord. Au plan du contexte géologique, des indices de diamants ont été mis en évidence au sud-est du territoire, contrairement à ce qui était affirmé. Lit-on dans le document, ce dernier a affirmé qu'à ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité, ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n'ont pas encore été obtenus. On l'a trouvé, on va vers le minerai. C'est ça que ça signifie exploitation, le permis d'exploitation. Lisez le code des mines. Vous verrez que l'article 34, vous verrez qu'en matière d'exploitation, dès qu'on parle d'exploitation, on a trouvé la matière, y compris en matière pétrolière. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui disaient des choses sur moi parce que j'étais privé de liberté derrière moi, comme ce DG là, je pense, un certain Cissé. Oui, le DG de quelle structure? Oui, le DG des mines, il s'appelle un certain Cissé. Oui, Omar Cissé? Oui, un certain Cissé, je ne sais pas colonel ou pas. Oui. Mais lui qui sort pour dire que le mot exploration n'existe même pas dans le code. Je l'envoie à l'article 7. Tapez l'article 7 qui ne parle pas d'exploration. Donc il raconte des balivernes pour avoir géré les mines de 2011 jusqu'à 2019. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous maintenez vos déclarations. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous maintenez vos déclarations. Mais oui. Je pense que les Sénégalais nous entendent. Oui, j'entends bien. Voilà. J'entends bien. Mais c'est eux qui ont effacé le tableau, pas moi. Oui. Parlant des mines, toujours dans le programme de la coalition Diomaye Président, vous voulez renégocier les contrats. Alors, je vais vous donner un exemple qui montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. EGO, vous savez, c'est quelle société? Non, dites-moi. Sabodala Gold Operation. Oui. Ils doivent 150 milliards à l'État sénégalais. Ils ne l'ont pas payé. Ils ont payé 14 milliards et le reste, on leur a donné ça gratuitement. 14 milliards gratuitement. Oui. C'est remise là. Et pendant ce temps-là, vous allez envoyer pour chercher des eurobonds et des obligations. Pour avoir de l'argent prêté sur le marché étranger à 6,25, 6,45, 6,65. Je pèse mes mots sur ce que je suis en train de dire. Parce que le débat sur les programmes, il faudra nous inviter. Absolument. Pour voir qu'on est pointu. Oui. Quand on vous doit environ 150 milliards et vous avez besoin de 150 milliards, il est plus facile d'aller faire recouvrir votre créance. Pourquoi aller emprunter sur le marché international et laisser les sociétés, par exemple minières ou pétrolières, ne pas payer leur dette fiscale? Oui. C'est de la malgouvernance. Raison pour laquelle vous voulez revenir sur ces contrats. On reviendra sur ça, mais également les accords de pêche. Suspendre les accords de pêche également, j'ai lu ça. Sur une distance de 24 km, ce sera réservé à la pêche artisanale. Parce que la pêche artisanale se meurt. Oui. Les bateaux sont là, les licences payées, on ne sait même pas combien de licences il y a. Oui. Je pense que depuis Sénégal 92... Le pavillon Sénégal, vous voulez... voilà, il faudra impérativement qu'on renégocie les contrats. Ça, ce qui fait quoi? Mais il y a ces bateaux qui viennent labourer la mer, alors qu'on sait pertinemment que le... Comment s'appelle le truc sénégalais, c'est-à-dire... Le pavillon Sénégal? Le pavillon Sénégal, mais également le PIB au Sénégal, la pêche avec une belle participation dans le PIB. Oui. Mais aujourd'hui, c'est à reculons. On ne sait pas passer. Regarde ces enfants qui se jettent à la mer. Parce qu'il n'y a plus d'emploi. Alors que la pêche faisait quand même travailler beaucoup de monde. Oui. Les charretiers, les écailleurs et tout ceci. Absolument. Maintenant, toutes les villes côtières ou les villages côtiers, les enfants sont partis. Pourquoi? Pourquoi les Européens, les Occidentaux viennent chez nous? Parce qu'ils vont quelque chose à trouver. Nous, nos nationaux, quittent pour braver la mer de façon suicidaire. Question à se poser également. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Avoir un PIB, ça signifie tout simplement avoir une économie où la population y trouve son compte. Parce que le PIB, vous amenez des étrangers qui produisent, le PIB va s'élever. Vous lancez de gros travaux, le PIB va s'élever. Mais ce PIB va se transformer en dividende et va aller
vers ceux qui en sont les actionnaires. Vous voulez également limiter les exonérations fiscales? Tout à fait, tout à fait. Et même étendre l'assiette. Oui. Parce qu'à défaut de vouloir aller vers le haut en augmentant le taux, je pense qu'au Sénégal, un tiers paye l'impôt alors que les deux tiers sont dans l'informel. Bon. Alors il faudra une participation citoyenne de façon mesurée, à dimension humaine, que les gens puissent participer à l'édification d'une bonne économie. Merci beaucoup, Maître Moussa Diop. Je vous en prie, M. Diop. C'est un plaisir d'avoir été ici sur votre plateau. Merci beaucoup, Maître Moussa Diop, membre de la coalition Diomaye président. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.